Vous êtes naturellement sur TVS, la télévision Shekina, et bienvenue à cette édition d'information. Au sommaire de ce journal, fin à l'université Omar Bongo du colloque sur le diagnostic de la recherche scientifique dans l'espace CEMAC, y compris même l'enseignement supérieur. Vous aurez les détails de cet élément au cours de ce journal avec Sabrina Kundi-Penda. Merci d'avoir une fois de plus choisi notre canal. Nous commençons ce journal avec le social, notamment la capitale gabonaise. Vous le voyez, vous le constatez tous, et dans l'état, sous l'état d'immondice depuis quelques semaines déjà, une situation alarmante qu'on retrouve aussi bien devant les établissements d'enseignement secondaire et primaire, ce qui menace fortement la santé des apprenants, et ces derniers n'attendent qu'une seule chose, que ces montagnes d'immondice soient mises hors d'état de nuire. Maria Licom. La question de la recrudescence des ordures à Libreville devient un sujet banal, tellement elles font désormais partie du quotidien des populations. Les poubelles se rebellent elles aussi, des ménages jusqu'aux zones transitoires, elles se retrouvent à présent aux abords des écoles. Ce spectacle se faisant sous le regard impuissant des autorités en charge de les gérer. Les apprenants eux-mêmes vivent mal cette situation. Ça nous dérange, ça nous perturbe même. Ce n'est pas de la faute de la direction. Moi, je pense que c'est de la faute de la VEDA parce qu'ils voient cet tas d'ordures. En plus, on part d'un établissement comme ça, c'est pas normal, ça donne des maladies. La VEDA doit ramasser les ordures, doit quand même penser qu'il y a des populations qui vivent dans le pays et ça donne des maladies comme nous respirons des odeurs comme ça, c'est pas normal. On attend, on suppose qu'ils vont forcément venir un jour, donc on ne fait qu'attendre seulement. Du CS d'Akebe au collège Mabignat, le constat est le même. Les piétons, une fois arrivés à ces endroits, sont souvent obligés de se boucher les narines à défaut de courir. Les odeurs nauséabondes interpellent et personne n'y échappe. Énième assemblée générale de dynamique unitaire, c'était hier au stade basketball d'Awinji. La confédération syndicale, sous la direction de Jean-Rémy Yama, a réaffirmé son désaccord sur les nouvelles réformes entreprises par le gouvernement, lesquelles touchent à la carrière de l'agent public. Reportage. Mobilisés et informés, voilà l'essentiel de l'assemblée générale de dynamique unitaire au lieu habituel du stade basketball d'Awinji. Jean-Rémy Yama, président de cette confédération syndicale, et la base ont débattu sur les réformes entreprises par le ministère de la fonction publique et qui touchent à la carrière de l'agent de l'État. Les réformes fâchent donc au sein de cette structure syndicale qui y voit une forme d'aliénation des acquis de l'agent public et dénonce une dérive autoritaire. La carrière de l'agent public qui dépendait de 3 paramètres va dépendre aujourd'hui d'un seul paramètre, c'est-à-dire le chef de service. C'est votre chef de service qui va décider maintenant de ton évolution, c'est-à-dire de l'évolution de l'agent public, qui va décider de sa carrière, qui va décider aussi de son salaire. Et qui dit chef de service dit directeur, et qui dit directeur dit en fait ministre, et qui dit ministre dit président de la République. L'autre élément encore de la réforme, c'est enlever du domaine législatif tout ce qui est rémunération. C'est grave. Ça veut dire que la rémunération sera décidée maintenant par voie réglementaire. Qui dit voie réglementaire dit président de la République. Ça veut dire clairement ceci. C'est le président qui va décider quand vous avancez, quand vous reculez et quand vous êtes renvoyé. Et c'est le président aussi qui va décider de ce qu'il va vous donner. Et là, on dit, on ne peut pas l'accepter. La fonction publique, ce n'est pas l'armée où le chef est roi. Et c'est ce qu'ils veulent nous amener à admettre. Et nous, les agents publics, nous devons nous lever comme un seul homme pour dire non à cette réforme qui se fait sans les représentants syndicaux de l'agent public. En grève depuis plusieurs jours, Dynamique Unitaire s'est par ailleurs félicité du suivi de la grève dans l'administration publique. Un bilan à demi-teinte dans certains secteurs d'activité tels que l'éducation et la santé, avant de déplorer le mépris à son égard par le gouvernement qui ne l'aurait pas invité à la rencontre entre le ministère de la fonction publique et les partenaires sociaux. Un fait qui n'empêche pas tout de même Dynamique Unitaire à poursuivre et à maintenir sa grève de protestation de ce qu'elle qualifie de monarchisation de la fonction publique. Après 2 années d'exercice et d'action pour le renforcement des capacités des journalistes à informer avec équité et impartialité la population gabonaise, l'association Journalistes en Afrique pour le développement a procédé hier à la Chambre de commerce de Libreville à la restitution des actions du projet. Pierre-Parfait Mbadikoum, reportage. Lancé en février 2016 à Libreville,
Le projet « Mieux informer les citoyens du Gabon en période électorale », initié par l'Association gabonaise des journalistes pour le développement, s'est achevé le 16 mars 2018 à la Chambre de commerce. Il faut retenir que c'était un projet, comme vous l'avez dit, qui avait pour but d'amener les journalistes gabonais au traitement équitable de l'information politique. Nous l'avons lancé dans la fièvre de la présidentielle 2016 et aujourd'hui, 2 ans après, nous pouvons être fiers de ce que nous avons commencé avec des journalistes qui avaient du mal à écrire un article de presse comme il se doit. Aujourd'hui, ils peuvent le faire et on peut être satisfait de cela. Durant 2 ans, ce projet a été mené sous l'appréciation de certaines institutions de la République. Principalement deux institutions. Il y a le président du CNC qui nous avait fait part de sa satisfaction par rapport à la qualité des articles, puisque nous déposons à chaque parution des exemplaires dans les sièges des partis politiques, les institutions et autres. Et donc nous avons eu le retour du président du CNC, nous avons également eu le retour du directeur général de la communication qui nous a fait part également de sa satisfaction par rapport à la qualité des journaux que nous produisons. Voilà. Lancé avec le soutien financier de l'Union européenne à hauteur de 300 millions de francs CFA, l'exécution du projet avait eu le succès escompté. Nous avons à peu près 17 journalistes sur les 20 qui, dans leur travail quotidien, respectent ces critères d'équilibre, d'équité et d'impartialité dans la couverture des activités politiques. Donc nous en sommes très satisfaits. La cérémonie de restitution des actions du projet a donné lieu au passage de témoins entre l'association Journalisme en Afrique pour le développement et l'association gabonaise des journalistes pour le développement. Nous avons transmis le relais à la jeune association qui a été créée à cet effet par les journalistes qui étaient formés afin que ce journaliste continue à travailler en respectant ces critères et surtout à être encadré par l'association. Et ça, même de loin, nous allons continuer à coacher l'association à cet effet. Au total, 31 médias, 18 journaux, 4 chaînes de radio et 9 chaînes de télévision ont participé à ce projet. Fin hier à l'université Omar Bongo du premier colloque international, lequel visait à poser le diagnostic de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans l'espace CEMAC afin de décider de nouvelles perspectives. Le point avec Sabrina Kundipenda et Fleury Assondo. Sous le thème « La déclaration de Libreville du 11 février 2005 sur la construction de l'espace CEMAC de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la formation professionnelle, bilan et perspectives », un colloque international a été organisé par la faculté de droit et des sciences économiques de l'université Omar Bongo. L'occasion a été pour le recteur de cet établissement supérieur de rappeler l'objectif visé par ce colloque qui a vu la présence des institutions universitaires de la sous-région et de nombreux étudiants. L'objectif visé est un objectif d'harmonisation des standards, des normes de l'enseignement supérieur. Et au centre de cette harmonisation, il y a la question du LMD. Jean-Claude James n'a pas manqué d'édifier sur le système LMD qui a pour but de promouvoir la réussite des étudiants en favorisant l'employabilité. Dans un processus de maturation du système LMD, je pense que la phase d'appropriation des concepts, de la technique, de la philosophie du système LMD est en passe de s'achever. Je pense que les acteurs que sont les enseignants et les personnels administratifs se sont déjà, me semble-t-il, appropriés le système LMD. Donc nous sommes dans une phase de maturation et j'allais dire c'est de conforter ce système dans ses différentes applications. Les défis à relever dans les universités de l'Afrique centrale étant grands, ce colloque organisé du 16 au 17 mars 2018 avait pour principal but le diagnostic de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans l'espace CEMAC. L'actualité hors de nos frontières nous conduira au Nigeria et en Syrie. D'abord au Nigeria, l'affaire fait scandale. Le salaire des sénateurs nigérians révèle des sommes faramineuses aux antipodes du revenu moyen du Nigérian. Reportage.
Combien gagnent les parlementaires au Nigeria? Depuis des années, des rumeurs couraient à ce sujet. Cette semaine, la somme a été révélée par un sénateur. En plus de leur salaire équivalent à 2000 $, les sénateurs reçoivent 37 500 $ pour leurs frais divers. Combien gagnent la plupart des Nigérians? 50 $ par mois. Nos leaders ne pensent pas aux pauvres et aux moyens de les aider. Nous ne travaillons pas dans la rue pour le plaisir, mais pour survivre. Ces sommes sont scandaleuses. Ils ne sont pas supposés gagner autant d'argent, alors que leurs électeurs peinent pour survivre. L'écart entre élus et le reste de la population choque. Les sommes dépensées aussi. Certains sont d'autant plus en colère qu'ils estiment que les élus ne font pas leur travail. Selon le sénateur qui a révélé l'affaire, les salaires extravagants ont attiré au Parlement des personnes qui n'ont souvent que peu d'intérêt pour le travail législatif. Je pense que si on distribuait moins d'argent, le Parlement n'aurait plus d'attrait pour les personnes qui finalement n'ont rien à apporter. Faut-il revoir les règles? Ouvrir une enquête? Sur Twitter, les citoyens postent les numéros des élus. Appelez-les, disent-ils, pour leur demander des comptes. Toujours hors de nos frontières, cette fois-ci en Syrie, le calvaire de la guerre est loin de terminer pour les habitants de la voie orientale. Ils sont près de 20 000 aujourd'hui, 20 000 civils notamment, à prendre le chemin de l'exil. Reportage. Des milliers à fuir. Un long cortège de civils qui quittent à pied la ville d'Amourié, située au sud de la route orientale. Ils emportent avec eux quelques affaires et empruntent un couloir ouvert par les forces pro-régime. Les troupes gouvernementales occuperaient désormais totalement la ville d'Amourié et ses environs. Cela fait 3 jours que nous négocions pour partir. Nous voulions partir il y a 3 mois, mais ils ne nous ont pas autorisés à partir et nous ont affamés. L'armée syrienne est arrivée et a laissé les gens repartir en sécurité. C'est le premier départ massif de civils depuis le début de l'offensive qui touche la route orientale. Hommes, femmes et enfants tentent d'échapper à une situation humanitaire désastreuse. Un nouveau convoi humanitaire de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge syrien et de l'ONU est entré dans la ville de Douma jeudi. 25 camions qui ont apporté vivres et médicaments. Ils ont pu évacuer quelques malades, ainsi que leurs familles. La route orientale est assiégée depuis 2013 et subit un déluge de bombardements depuis le début de l'offensive lancée par le régime il y a 1 mois. L'armée syrienne aurait repris les 3/4 de l'enclave. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, près de 1200 civils ont perdu la vie, dont 250 enfants. Du sport à présent, sur le plan national, l'incertitude quant à la poursuite du championnat national de première division est au cœur d'une réunion d'urgence convoquée par le président de la Ligue nationale de football, l'INAF, afin de faire étalage sur cette situation préoccupante. Ulrich Simela en images et en reportage. La salle de réunion de la LINAF a servi de cadre à une réunion des différents présidents des clubs de D1 et D2, convoqués par le président pour statuer sur la problématique du National Foot 1 et 2. Autour du président Brice Mbika, les responsables des clubs ont chacun subjugué des propositions afin que le championnat reprenne son cours normal. Après plus de 4 heures de discussion, aucune solution promettant le redémarrage du championnat n'a été trouvée, à la grande déception du président de l'association des présidents des clubs de première division. Le président de la LINAF nous a conviés à cette réunion parce qu'il fallait qu'on décide. Nous avions fait des propositions et la LINAF devrait entériner. Bon, vous savez, le championnat a des problèmes aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu trouver de l'argent pour la poursuite du championnat national. Donc nous avions trouvé des solutions où je crois que la LINAF va toujours, la LINAF ira vers les pouvoirs publics, c'est-à-dire à l'instar du ministère. Bon, maintenant, de jour aujourd'hui, nous ne sommes pas tombés d'accord. Donc nous attendons que la LINAF nous reconvoque pour une nouvelle réunion. Comme voulez-vous qu'on vous dise, tous les clubs sont tombés tous d'accord. Nous allons attendre jusqu'à nouvel ordre. Si on nous donne l'argent, il y aura le championnat national. Maintenant, s'il n'y a pas d'argent, je crois que les pouvoirs publics aussi ils vont quand même assumer.
Les présidents des clubs saluent d'ailleurs les efforts énormes fournis par le président de la LINAF qui fait de son mieux afin que les équipes retrouvent le terrain de jeu. Le président de la LINAF, je crois qu'il a tout expliqué. Nous n'allons pas attendre, nous allons jouer, mais il nous a fait le compte rendu de tout cela. Eh bien, nous attendons. La balle est dans le camp des pouvoirs publics. Maintenant, je lance quand même un appel au chef de l'État qui aime le football. Il n'y a que le chef de l'État qui peut régler aujourd'hui ce problème-là. Sincèrement, il n'y a que le chef de l'État. Et je sais que c'est un mécène, c'est quelqu'un qui aime le football. Monsieur le Président, vraiment, aidez-nous. À vous aider dans votre politique sportive. Cette énième situation met à nouveau en mal l'avenir de certains joueurs, surtout ceux qui ont déjà assuré leur place en sélection nationale et qui souhaiteraient la consolider. Le média sportif en ligne Gabon Sport Plus vient de remettre les prix aux premiers lauréats de son jeu concours J'y arrive, lancé il y a quelques semaines en partenariat avec la maison Eurea Gabon. Nous retrouvons encore Ulrich Simela. Lancé depuis un peu plus de 3 semaines par le nouveau média de sport en ligne Gabon Sport Plus en partenariat avec Eurea Gabon, le jeu concours Gabon Sport Plus Eurea a récompensé ses premiers lauréats, une cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux d'Eurea Gabon. Une occasion pour le responsable de Gabon Sport Plus de donner plus de détails sur ce jeu concours et de remercier leurs partenaires qui a accepté de les accompagner dans ce projet très prometteur. Nous avons un partenariat plutôt avec Eurea. Et vous savez que nous sommes promoteurs d'un site en ligne de sport. Et c'est Gabon Sport Events qui, dans quelques mois, sera en production. Et nous avons lancé un jeu concours avec, bien sûr, notre partenaire du moment, c'est-à-dire Eurea, qui nous a permis d'avoir 2 lauréats. Nous avons eu la question sur le Sepp Moulana, représentant de notre nation au niveau des clubs CAF, notamment la Ligue des Champions. Ils avaient joué le match aller contre le Al Ahly d'Égypte, ils avaient perdu 4-0. Et vous savez qu'il y avait des gens qui avaient pronostiqué sur le résultat. Et nous avons eu un premier lauréat, c'est M. Prince Ndinga Ongolo, qui a donné le score exact, donc 4-0, qui est le premier lauréat de ce jeu. Et nous avons ensuite posé la deuxième question sur les buteurs de cette formation qui a fait le doublé face au Sepp Moulana. Et bien là, nous avons eu une grosse et belle surprise. C'était celle de la jeune dame, Madame Annie Flore Moussavou, qui est la deuxième lauréate de ce jeu concours, qui, pour la première édition, nous donnera beaucoup de temps d'aller ensemble dans ce partenariat avec Eurea. Les heureux gagnants émus par ce choix à leur égard n'ont pas manqué d'exhorter aux uns et aux autres de participer à ce jeu concours. Je remercie à Gabon Sport Plus, qui est en partenariat avec la maison Eurea, d'avoir pensé et organisé ce jeu de concours qui est vraiment intéressant pour tous. J'encourage vraiment Gabon Sport Plus à continuer avec cette pensée qui nous permet d'être toujours informés par rapport aux événements sportifs et par rapport aux résultats du championnat national. C'est vraiment intéressant. Je tiens aussi à demander aux Gabonais et aux Gabonaises de prendre part aussi, de participer à ce jeu concours qui est vraiment intéressant. Le jeu concours Gabon Sport Plus Eurea continue et pour y participer, il faut tout simplement aller sur la page Facebook de Gabon Sport Plus. Vous y trouverez plus de détails. Avant de nous dire au revoir, voici à présent la rubrique Expression libre. Question posée par Marielle Ekom, à savoir, dans quelle province du Gabon trouve-t-on le mont Brazza? Quelle province du Gabon on trouve le mont Brazza? Congo Brazzaville. Merci. Tu peux nous dire dans quelle province du Gabon se situe le mont Brazza? Non, aucune idée. Tu peux nous dire dans quelle province du Gabon se situe le mont Brazza? Non, je ne connais pas. Tu ne connais pas? Non. Vous êtes élève à Mabignan? Tu peux nous dire dans quelle province du Gabon se trouve le mont Brazza? Je ne sais pas trop. Mont Brazza. Mont Brazza, je pense que c'est dans le Guelolo. Le mont Brazza? Oui. Oh, c'est pas du quartier. Dans quelle province du Gabon se trouve le mont Brazza? Vous connaissez? Non, je ne connais pas. Dans quelle province du Gabon se trouve le mont Brazza? Le mont Brazza? Oui. Dans l'Angounier. Dans quelle province du Gabon on trouve le mont Brazza? Tu ne connais pas? Tu n'as pas encore entendu parler du mont Brazza? Non. Mont Brazza? Dans
C'est comment? Je crois que c'est... la Lopé, c'est encore que... Logoué... Non. Entre Lolo et Vindo. Une seule bonne réponse, malgré l'hésitation de ce dernier. On retrouve effectivement le mont Brazza dans la province de l'Uruguay-Vindo, précisément à la Lopé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé.